la une de l'actualité, ouverture ce matin du deuxième séminaire gouvernemental pour ce mois d'avril 2014. L'emploi et la cherté de la vie, points principaux abordés. Les conditions d'une baisse significative et durable des prix des produits de grande consommation sont également à l'étude. La journée mondiale du paludisme est célébrée aujourd'hui 25 avril. 207 millions de malades dans le monde, 620 000 décès en 2013. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires mettent l'accent sur la sensibilisation des populations et sur les modes de prévention de la maladie. Le ton monte entre l'Ukraine et la Russie. Le ministre ukrainien accuse le Kremlin de préparer une troisième guerre mondiale et appelle la communauté internationale à s'unir contre la Russie. Pendant ce temps, l'opération lancée contre les séparatistes pro-russes se poursuit. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. La page sport de ce vendredi vous sera proposée dans une vingtaine de minutes par Anne-Marie Nguessan. Et avec nous également la double médaillée d'argent des 100 et 200 mètres des derniers mondiaux de Moscou, l'Ivoirienne Muriel Auré. Elle va être demain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le meeting international Gabriel Tiako. Mais avant, le gouvernement ivoirien est en séminaire ce vendredi. Les questions de l'emploi et la cherté de la vie au centre des réflexions. Il s'agit aussi de faire le point sur l'état d'avancement des initiatives gouvernementales en matière d'emploi et permettre d'identifier les conditions d'une baisse durable des prix des produits de grande consommation. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture des travaux du séminaire. L'emploi et la lutte contre la vie chère. Nul n'ignore en effet que dans ce message à la nation à l'occasion du Nouvel An 2014, et tenant compte de l'urgence de ces problématiques, le chef de l'État avait engagé le gouvernement à prendre la question de la lutte contre la vie chère à bras-le-corps et en faire une priorité afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. En outre, comme nous le savons toutes et tous, l'un des engagements forts pris par le président de la République devant la nation était de créer 1 million d'emplois au cours de son mandat. Certes, le décompte se fera à l'heure du bilan, mais il était important pour le gouvernement de prendre toute la mesure de la situation en consacrant un séminaire à cette problématique. On le constate donc, l'un des objectifs prioritaires et auxquels le gouvernement attache un grand prix est que nos excellents résultats économiques se traduisent par une amélioration continue des revenus et un effort toujours plus accru en faveur des plus démunis. Le séminaire devra conduire à l'adoption de documents de référence sous la forme de plans stratégiques dont la mise en œuvre devra engager chaque département ministériel afin que d'une part, la création d'emplois et la lutte contre la cherté de la vie, d'autre part, deviennent des réalités de plus en plus tangibles pour nos compatriotes. Et le Premier ministre était hier à la présentation du rapport du Fonds monétaire international FMI pour le mois d'avril 2014. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne a été notée positive. Elle devrait même s'accélérer au cours de cette année. Hugues Weblé. Préserver une croissance durable et plus solidaire en Afrique subsaharienne, c'est l'un des objectifs du rapport élaboré par le Fonds monétaire international. Il ne manque pas de souligner que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer et passer de 4,9% en 2013 à environ 5,5% cette année. Il y a trois facteurs quand même qui pèsent sur ces perspectives. Il y a le ralentissement des pays émergents, de plus en plus des partenaires importants pour l'Afrique. Il y a la baisse des cours des matières premières, un facteur qui est sans doute lié au premier. Et il y a le resserrement des conditions financières au niveau mondial. Sur les moyens de promouvoir une croissance durable et solidaire en Afrique subsaharienne, l'une des préoccupations du FMI, écoutons le Premier ministre ivoirien. Nous souhaitons que nos ambitions de croissance, qui nécessitent des niveaux d'investissement élevés, soient au cœur des échanges aussi, au regard de la provision limitée des ressources concessionnelles qui ne permettent pas de couvrir intégralement nos besoins de financement. Nous estimons que le développement économique de nos pays passe par des investissements structurants qui s'effectueront sur des ressources de l'État, certes,
mais aussi en partenariat avec d'autres investisseurs. Dans ce contexte, nous continuons de croire qu'il serait nécessaire de trouver une solution adaptée au dossier des crédits non concessionnels pour notre pays. La présentation du rapport d'avril 2014 du FMI sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne, rapport qui dresse un état des lieux complet des évolutions économiques, s'est effectué de manière simultanée à Abidjan et Nairobi. Le Trésor public de Côte d'Ivoire a récolté plus de 97 milliards de francs CFA sur les 91 milliards initialement attendus pour l'emprunt obligataire 2013-2018. Cette opération a enregistré sa première cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Des explications avec Bertin Nguesson et Francis Boifo. 749 obligations de 10 000 francs CFA chaque, soit une valeur transactionnelle de 7,490 millions de francs CFA. C'est le volume des échanges de cette première journée de cotation TPCI 6,3% 2013-2018. L'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 339 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers 2 émissions de bons du Trésor et 2 émissions obligataires. On peut désormais l'affirmer, l'État de Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence du marché obligataire de l'UEMOA. Pour le Trésor public, émetteur de l'emprunt obligataire TPCI 6,3% 2013-2018, cette opération est un succès. C'est l'occasion de rassurer tous nos partenaires habituels, des investisseurs surtout au niveau sous-régional, mais également en dehors du marché de l'UEMOA. Lancée en novembre 2013, l'opération TPCI 6,3% 2013-2018 a pour objectif de renforcer les projets de développement entamés par l'État de Côte d'Ivoire. Pour 91 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public a récolté 97,685 milliards de francs CFA. Une confiance renouvelée à la signature de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui la 7e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sur 10 admissions dans les centres de santé, 8 sont dues au paludisme. Comment la maladie se transmet-elle? Quels sont les moyens de prévention et quelles avancées de la science sur le sujet? Alexis Ouedraogo. 4 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire, hospitalisées dans un état morbide dans les centres de santé, sont atteints de paludisme. Partout dans le pays, le risque de contracter la maladie est répandu. Il n'y a pas de zone plus exposée que d'autres. Pneus usés remplis de vieilles eaux ou alentour de maisons humides, tout est bon pour que l'anophèle se développe. Le paludisme provoque des taux élevés de fausses couches chez la femme enceinte et d'importants décès maternels. Il fait aussi des ravages parmi les jeunes enfants et les personnes âgées. Les symptômes apparaissent généralement après 7 jours de piqûre du moustique infectant. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, des frissons et autres vomissements. Certains types de paludisme sont très dangereux. S'il n'y a pas de traitement rapide, l'on peut évoluer rapidement vers la mort. Il faut donc sensibiliser, prévenir et surtout adopter des gestes simples. 3 enfants malades du cancer vont bientôt se rendre au Maroc pour des soins approfondis. C'est le résultat de la coopération entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Leila Salma, respectivement des premières dames ivoiriennes et marocaines. Viviane Aïma. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'épouse du roi du Maroc, la princesse Leila Salma, ont décidé d'unir leurs forces pour soigner les petits malades du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, auquel elles avaient rendu visite le 14 mars dernier à la faveur de la présence à Abidjan de la princesse Leila Salma, invitée d'honneur du gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. Cette collaboration humanitaire décidée par ces 2 grandes premières dames a démarré effectivement avec le départ programmé ce vendredi 25 avril pour le Maroc de 3 enfants atteints du cancer et en traitement au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville pour suivre un traitement renforcé au CHU de Rabat, entièrement pris en charge par la fondation de la princesse Leila Salma. Certains enfants ont été sélectionnés sur la base de pronostics favorables si on leur donnait un peu plus de moyens de traitement. Donc c'est sur cette base-là que nous avons fait cette sélection. Et aujourd'hui, ces enfants vont bénéficier de
cette prise en charge qui est globale, qui va leur permettre donc d'avoir un complément de traitement après ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ces 3 enfants, qui seront accompagnés chacun par un membre de sa famille, ont été reçus au cabinet de la Première Dame par la directrice nationale de la Fondation Children of Africa, Mme Nadine Sangari. Il y a un partenariat qui s'est scellé entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Salma de Son Altesse Royale, la princesse Lala Salma. Donc aujourd'hui, nous démarrons ce partenariat. La Fondation Children of Africa envoie ses enfants à Rabat, au CHU de Rabat, pour que la Fondation Lala Salma de Son Altesse Royale prenne ces enfants en charge. Et ces enfants n'iront pas seuls, ils iront avec un membre de leur famille qui eux aussi seront pris en charge par Son Altesse Royale. Chacun des petits malades s'est vu remettre son dossier médical, plus les billets d'avion offerts par la Fondation Children of Africa, plus une enveloppe contenant 500 000 francs comme argent de poche pour ce voyage. Une grande émotion a entouré cette cérémonie et c'est la gorge nouée que le papa du petit Dandy Lévy a remercié au nom de tous la Première Dame Dominique Ouattara et la princesse Léla Salma. Je voudrais parler au nom de toute la famille et des enfants pris en charge par la Fondation Children of Africa et dire merci effectivement à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, dire merci à la princesse Salma Lala et dire merci au corps médical dirigé par Dr Koutiéré et dire merci aussi au président de la République et que Children of Africa vive longtemps pour continuer à prendre soin de nos enfants, l'éducation, la santé et autre chose. Que Dieu vous bénisse. Coopération humanitaire, Children of Africa apporte une touche de plus dans son action pour aider les populations de Côte d'Ivoire. Dissolution du comité chargé des nominations, des affectations et des mutations dans les centres de protection de la petite enfance. La raison de cette décision du ministère de la Solidarité, de fréquents rapports de corruption sur cette commission. Marie-Laure Niawa, à Boussanogo. Le comité chargé des nominations, des affectations et des mutations des centres sociaux, des centres de protection de la petite enfance, CPPE, est désormais dissous. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, l'a annoncé ce mercredi lors de sa rencontre avec les directeurs de ces structures. Une mesure, dit-elle, qui fait suite aux échos de corruption. Elle a aussi signifié qu'une enquête est ouverte. Une enquête administrative a été ouverte à cet effet. Des sanctions, forcément, seront prises. Il appartient également à mes collaborateurs que j'ai reçus, aux responsables des structures de base, de savoir que désormais, ces personnes qui vont vers elles pour monnayer, n'est-ce pas, des mutations, des nominations, etc., eh bien, ça ne passera pas. Un nouveau comité sera mis en place. Il sera piloté par le ministre de la Solidarité. Cette disposition permettra de mieux recadrer ces structures à la grande joie des agents. On attendait vraiment ce moment et nous sommes très contents de ce que Madame la ministre a dit. Nous pensons que tout va changer. Anne Désiré Ouloto exhorte donc ses collaborateurs à s'approprier les vertus d'équité, de citoyenneté et de bonne gouvernance, car désormais, aucun acte de fraude ou de corruption ne sera toléré. Un jeune homme tué par balle suite à une altercation avec un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement, le ministre de la Solidarité a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Konaté Moussa, Franck Kouadio. Timoko Joël, âgé de 21 ans, a été accidentellement tué par balle par un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les faits datent du lundi 21 avril aux environs de 20 h dans le quartier Jérusalem, dans la commune d'Atekoubé. Informé de cette triste nouvelle, Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, apporte la compassion du gouvernement à la famille éplorée. La Côte d'Ivoire est une famille. Et lorsqu'une famille est en difficulté, il appartient aux fils et aux filles de ce pays d'apporter leur solidarité. C'est donc ainsi que le président de la République nous a dépêchés pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à toute la communauté de Lokodjo.
présence aussi de l'autorité municipale. Dan Opoulin salue cette action de solidarité du gouvernement. Occasion pour lui d'émettre des préoccupations sur la sécurité dans sa commune. Nous saluons à la juste valeur l'implication du gouvernement pour apaiser les cœurs et pour prendre en charge ces obsèques. Mais en même temps, nous souhaitons que rapidement notre commissariat que la mairie a mis à la disposition des populations soit opérationnel. Pour que rapidement il y ait une police de sécurité, une police de proximité qui assure la sécurité des populations et de leurs biens. La famille de Timoko Joël ainsi que les habitants du quartier sont encore sous le choc. Le jeune homme sera inhumé le samedi 26 avril au cimetière de Lokodro. Un village incendié, plus de 400 personnes réfugiées à la sous-préfecture de Lolobos et à 12 km de Yamoussoukro. C'est le bilan d'un conflit entre deux villages. À l'origine, l'assassinat d'un jeune acheteur de produits agricoles. Kader Sogodogo. Les locaux de la sous-préfecture de Lolobo, à quelques encablures de Yamoussoukro, servent de refuge depuis une dizaine de jours aux habitants de Ndiakro, village de la sous-préfecture de Kossou. Selon le propriétaire des lieux, l'assassinat de Kuna Yao Césaire, acheteur de produits, âgé de 25 ans, originaire du village de Kongwanou, est à l'origine du conflit qui a éclaté entre les deux villages. Ce conflit a occasionné tous ces déplacés. Le campement était incendié. C'est ce qui explique la présence des hommes qui sont venus avoir le secours auprès de l'administration, de l'exécutif que nous représentons ici. Suite à la mort du jeune Kuna Yao Césaire, le village de Ndiakro est parti en fumée. Son chef en appelle à la clémence et à l'aide pour mettre fin à cette situation désespérante. C'est l'un des jeunes du campement qui allait appeler un jeune de Kongwanou pour lui dire qu'il a du cacao, que le jeune devait venir acheter. Malheureusement, aucun du campement n'était informé de cette information-là. Ce qu'on a su, c'est qu'au dernier moment, les jeunes de Kongwanou sont venus pour dire effectivement le jeune qui est venu acheter le cacao dans notre campement a été tué. On demande pardon, surtout nous sommes en temps de réconciliation. On voudrait vraiment que le chef de l'État soit informé, qu'on nous appelle sous la palabre, pour qu'ensemble on puisse régler ce problème au mieux, pour que vraiment les populations puissent regagner les bases. Kongwanou est encore sous le choc de la tragique disparition de son fils Césaire. Le père de la victime revient sur les circonstances du drame. Quand ils sont arrivés sur le lieu où il a dit que le cacao se trouvait, mon petit a garé sa moto au bord de la route. Le fils est allé voir où se trouvait le cacao. Dès que, quand il est arrivé net, il y avait des bandits qui étaient en brousse là-bas. Aussitôt, ils l'ont attaqué. Et l'enfant commençait à crier. Mwo, mwo, mwo. Aussitôt qu'on est arrivé sur le lieu, l'enfant était déjà décédé. Pour l'heure, une cinquantaine d'enfants de 0 à 5 ans, une dizaine de femmes enceintes et leurs parents ont besoin de l'aide de tous. Le sous-préfet de Lolobo et les députés de la localité essaient désespérément de trouver une solution à cette souffrance. Retour à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où 21 véhicules de transport des troupes ont été offerts au groupement de sécurité de la présidence de la République. Un don pour renforcer la capacité opérationnelle de cette unité d'élite. Elle a pour mission la sécurisation des institutions de la République. Abou Sanogo. Le groupement de sécurité de la présidence de la République voit ses capacités opérationnelles se renforcer. Cette unité d'élite vient de bénéficier de 21 véhicules de transport de troupes. Un don de Côte d'Ivoire à logistique par l'entremise du Conseil national de sécurité, CNS. Il vise à appuyer le groupement de sécurité de la présidence de la République dans sa mission de sécurisation du président de la République, des personnes et des biens. La remise des clés au général de brigade Vagondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, a eu lieu au palais présidentiel en présence de la grande chaîne de commandement. Nous estimons, nous les opérateurs économiques, que nous avons besoin de paix pour travailler. Sans paix, nous n'avons pas de financement. Sans paix, nous n'avons pas de partenaires techniques extérieurs. Et donc, ce geste, c'est donc apporter notre contribution à l'œuvre de paix que prend le président Alassane Ouattara. Pour le secrétaire du Conseil national de sécurité, Richard Donvaï, et le général de brigade Vagondo Diomandé, ce don s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec un outil de défense efficient. Cet exemple permettra à d'autres opérateurs économiques d'emboîter le pas
pour eux aussi soutenir nos forces de défense et nos forces de sécurité dans cette réforme qui n'est pas une restructuration mais une véritable réforme du secteur de la sécurité. À travers ce don, vous démontrez votre connaissance approfondie des enjeux sécuritaires. Je voudrais vous témoigner toute notre gratitude pour ces gestes de haute portée et vous assurer de faire bon usage de ces matériels qui constituent pour nous un réel motif supplémentaire de mieux servir la Côte d'Ivoire. Ce don de 21 véhicules au groupement de sécurité de la présidence de la République s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. L'actualité internationale est dominée par l'Ukraine. Les autorités ont lancé un assaut contre les séparatistes pro-russes depuis hier. 5 séparatistes ont même été tués et la Russie a riposté avec de nouvelles manœuvres militaires à la frontière. Le Premier ministre ukrainien appelle alors la communauté internationale à s'unir contre la Russie. Selon lui, le Kremlin prépare une 3e guerre mondiale. Les troupes russes, seulement à 1 kilomètre de la frontière ukrainienne, disent cependant n'avoir reçu aucune instruction pour franchir la frontière. Les États-Unis accusent Moscou de non-respect des accords de Genève, mais la Russie se défend de toutes ces accusations. Anne-Marie Nguesson est avec nous pour la page sport de ce 13h. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Fatou. Alors l'actualité sportive de ce jour est dominée par le meeting international Gabriel Tiako. Il va se tenir demain samedi, c'est bien cela? Tout à fait. Et des athlètes de renom participeront effectivement à ce meeting international Gabriel Tiako. Et certains parmi eux, notamment Djenebou Dante du Mali et Fatoumata Diop du Sénégal, sont arrivés hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ange Assokrou, Alberica Orega. Annoncés pour participer à la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako, les athlètes internationaux sont arrivés à Abidjan le jeudi 24 avril 2014. Aux côtés de la double médaillée d'argent au championnat du monde, l'ivoirienne Muriel Aouré, ils contribueront à donner de l'éclat à ce grand événement. Je suis très contente d'abord pour être là parce que ça fait 3 ans que je participe à ce meeting et c'est très intéressant dans ma saison parce que je sais que les performances vont être améliorées ici avant le championnat d'Afrique. Ça me fait plaisir de participer encore au meeting de Gabriel Tiako. L'année dernière, j'étais là. J'avais pris la 3e place. Maintenant, je suis là pour participer au meeting. Non seulement participer au meeting, mais pour prendre aussi la 1e place. Je suis très heureuse. C'est ma première fois que je viens à Abidjan pour ce meeting en fait. C'est la première fois et je suis content et je pense bien que ça va aller. Le 21e meeting international Gabriel Tiako est prévu le samedi 26 avril 2014 au stade Houphouët-Boigny. Cette 21e édition marquera le 30e anniversaire de la médaille d'argent de l'Ivoirien Gabriel Tiako aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et le fait marquant de ce meeting, Anne-Marie, c'est la participation de Muriel Aouré, qui était d'ailleurs annoncée sur ce plateau. Malheureusement, elle n'a pas pu effectuer le déplacement pour ce 13h, c'est vraiment dommage. Mais soulignons que la double vice-championne du monde, Muriel Aouré, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, va courir pour la première fois à Abidjan lors de cette 21e édition du meeting international Gabriel Tiako. Elle a à cet effet fait connaissance avec la piste rénovée du stade Félix Houphouët-Boigny hier après-midi. Arrivé à Abidjan ce mardi pour prendre part au meeting Gabriel Tiako, Muriel Aouré a entamé sa préparation physique jeudi sur une piste relookée du stade Félix Houphouët-Boigny. En compagnie de son coach kinésithérapeute Robert Scottheim, la sprinteuse ivoirienne veut honorer la mémoire de Gabriel Tiako, premier médaillé ivoirien aux Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles, à l'occasion de ce meeting qui porte son nom. C'est le premier athlète ivoirien, disons, à avoir eu une médaille olympique. Et une médaille olympique, c'est grand chose parce que c'est le plus haut des plateformes où on peut avoir une médaille. Revenir, aller en finale aux Jeux olympiques, c'est grandiose. Et revenir avec une médaille, surtout une médaille d'argent, et compétir contre toutes ces grandes nations et venir d'un pays tout petit comme la Côte d'Ivoire, c'est immense. Donc pour moi, c'est un exemple. Exercice d'abdominaux, de souplesse et de course contre la montre. La vice-championne du monde d'athlétisme féminin sur 100 et 200 mètres va courir sur les 100 mètres. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, l'objectif pour Muriel Aouré est de faire plaisir aux populations ivoiriennes. J'attends tous les Ivoiriens. J'espère qu'ils vont venir me supporter. Et je suis
très contente et j'espère leur donner un show. Parce qu'à chaque fois que je fais les compétitions, vous me connaissez, je donne toujours 100%. Donc. Pour sa 18e édition, le meeting international Gabriel Tiako aura lieu le samedi 26 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Une compétition qui réunira une cinquantaine d'athlètes de haut niveau venus de plusieurs pays. Rendez-vous donc demain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Anne-Marie, nous allons maintenant parler de Maracana. La fédération ivoirienne a tenu une conférence de presse. De quoi a-t-il été question? Il s'agissait pour les Maracanais ivoiriens d'informer la presse nationale de la tenue d'un séminaire à l'attention des cadres de la fédération qui doivent bien sûr s'imprégner des règles standards de jeu. À l'instar des autres disciplines sportives, la Fédération ivoirienne de Maracana a pour souci de faire la promotion de ses règles de jeu. C'est pourquoi l'instance fédérale organise du 2 au 6 mai une formation d'une quinzaine de ses cadres en collaboration avec l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. À la base, un document, le FIMADA Coaching. C'est ce document qui servira de boussole aux formateurs Kaye Oulaï, Timité Vassuleiman et Saraka Norbert. Le projet sportif majeur pour les 4 années à venir au niveau de la FIMADA, c'est strictement la formation. Donc nous avons établi la FIMADA Coaching, qui est un livret qui comporte, j'allais dire, 5 grands modules. Il y a donc les modules génériques qui portent donc sur le coach, la préparation physique, les aspects tactiques, la préparation mentale, qui relève donc de ce que j'allais dire, le générique au niveau de la formation au standard international. En 44 ans d'existence, le Maracana veut ainsi prendre une nouvelle dimension. Cheville ouvrière de cette politique, la direction technique nationale de la FIMADA. Nous allons nous retrouver pendant 5 jours avec l'ensemble des cadres de l'INJS pour nous apprendre à transmettre, c'est-à-dire la méthodologie de tout ce qui concerne les fondamentaux du Maracana, technique, tactique, physique et mentale, plus les spécificités liées au Maracana. Avec 86 clubs engagés en Division 1 pour sa saison 2013-2014, l'objectif à long terme pour la fédération est de voir le Maracana inscrit aux Jeux olympiques. Et nous allons nous rendre dans la ville de Grand-Bassam pour terminer. La mairie a initié une semaine sportive. Plusieurs activités sportives sont donc au programme de cette semaine sportive qui a débuté lundi dernier, qui prendra fin demain samedi. Le président du comité sport donne ici les objectifs visés par la mairie de Grand-Bassam. En fait, cette semaine va permettre quand même aux sportifs, aux différentes associations sportives de montrer ce qu'elles savent faire. Parce que les sportifs se plaignaient un peu qu'ils étaient négligés, ils étaient marginalisés, on s'occupait plus d'autres choses qu'eux. Alors cette semaine sportive et en même temps la pêche que nous tendons aux sportifs, il faudrait que pendant cette semaine-là, ils montrent à la population, aux autorités, que le sport est une réalité à Bassam et que le sport peut vraiment aider aussi au développement de la commune pour être encore pris plus au sérieux. Donc je crois qu'après ce lancement, la balle est dans le camp maintenant des différentes associations sportives pour pouvoir prouver aux autorités ce dont elles sont capables. Les matchs de la 20e journée de la Ligue 1 et la 19e journée de la Ligue 2 sont reportés à la semaine prochaine, les 3 et 4 mai, en raison de la manche retour bis des 8e de finale de la Coupe de la Confédération de la SEC Mimosa et du CW Sport de San Pedro. La SEC Mimosa, qui s'était imposée 2-1 à l'aller, reçoit ici même à Abidjan le Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud ce dimanche 27 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis avant dimanche, demain samedi, le CW Sport de San Pedro en déplacement en découdra bien sûr avec le Bayelsa United du Nigeria à partir de 14h. Merci Anne-Marie Nguesson. Merci à vous tous d'être restés avec nous. Excellent après-midi sur RTI 1.